Thème 2, chapitre 1, donc activité sur le champ de pesanteur et champ de gravitation. Donc l'expression de la force, vous l'avez directement ici, elle est donnée, en utilisant votre cours bien sûr, en utilisant les notations. Attention à la distance RT plus Z, puisque l'altitude, vous devez la donner toujours par rapport au centre de la Terre. Cette distance sera donnée en mètres lorsqu'on fera les calculs après. L'expression du poids. Le poids d'un objet, donc ça c'est niveau seconde. Pour l'instant, c'est une formule qui va être séparée de la première, mais à un moment donné, il va falloir qu'on trouve un point commun. Donc c'est la masse de l'objet fois le champ de pesanteur, donc qui s'appelle G, et qu'on va réutiliser par la suite. Donc maintenant, dans la question suivante, dans la question 3, on demande de faire le lien avec donc ce champ de pesanteur G, de trouver sa valeur. Pour ça, on va faire un petit jeu simplement de comparaison. Il faut juste comprendre une chose, c'est qu'est-ce que représente le poids d'un objet. Le poids d'un objet, c'est la force avec laquelle la Terre attire cet objet. Donc en fait, ma première formule, ça va être de dire que le poids de l'objet, en fait, c'est égal à la force exercée par la Terre sur cet objet. C'est en fait la définition du poids. Donc, je viens de lier la formule de la question 1 à la formule de la question 2. Et maintenant, je vais simplement faire un petit jeu d'identification. Je vois que j'ai la masse de l'objet qui est ici. Je vois que j'ai la masse de l'objet là. Donc, en fait, tout le reste dans la relation du poids, eh bien, c'est G, tout simplement. Donc, G qui est ici, je vais le retrouver dans cette expression-là. Et je viens de trouver, en fait, l'expression de G. Donc, je peux en déduire que G est égal à la constante de gravitation universelle. Donc là maintenant, attention de ne pas confondre petit g, grand G. Hein. C'est très important là, parce que sinon ça devient tout et n'importe quoi. Fois la masse de la Terre, divisé par donc RT plus Z au carré. On voit que G dépend de la constante de gravitation universelle, bah ça ne changera jamais. Ça dépend de la masse de la Terre sur la Terre, donc ça ne changera pas trop. Le rayon de la Terre non plus. Donc en fait, de quoi dépend la valeur de G? Eh bien, elle dépend principalement de l'altitude Z. Donc c'est simplement ce qu'on va retenir, que c'est l'altitude Z qui va faire évoluer G autour de la Terre. Donc en gros, si Z augmente, si l'altitude augmente, G doit diminuer. Ça paraît logique, puisque si vous vous éloignez du centre de la Terre, vous êtes moins attiré. Donc ça doit rester logique. Sans refaire l'exercice, on peut tout de suite comprendre que si on avait à calculer le champ de pesanteur sur la Lune, ben ce serait G, la constante de gravitation universelle, fois la masse de la Lune, divisé par le rayon de la Lune, plus l'altitude sur la Lune. Et on retrouverait le champ de pesanteur qu'on peut retrouver simplement maintenant par le calcul. Et on va continuer avec l'application sur la représentation du champ de pesanteur. Donc, suite de l'application, suite de l'exercice avec une application donc sur la représentation du champ de pesanteur. Ça fait partie de la compétence cartographier un champ. Donc cartographier un champ, c'est être capable de représenter des vecteurs champs, ici donc le champ de pesanteur. C'est celui qui est le plus facile en général à représenter. Donc on vous demande déjà de préparer la feuille avec donc la Terre et 3 altitudes, donc Z égale 2000, Z égale 4000, Z égale 6000. Lorsque vous faites le tracé, voilà la figure que vous devez obtenir. Maintenant, il va falloir calculer les valeurs de G pour ces différentes altitudes. Donc on va utiliser la formule qui est présente à la question 3 et on va simplement remplacer par les valeurs. On va faire donc l'application numérique. Attention de respecter les chiffres significatifs et on va voir rapidement les résultats.
Lorsque vous effectuez les calculs, donc vous faites bien attention de mettre les distances en mètres, donc toutes les valeurs en kilomètres, c'est chaque fois x 10 puissance 3. Les masses, vous pouvez les utiliser telles quelles, donc ça pose pas de souci. Et vous trouvez donc les trois valeurs suivantes. Ces trois valeurs, il va falloir les représenter sur le schéma qui est au dos de la feuille. Donc, je vais utiliser l'échelle qui est proposée. Et avec l'échelle proposée, donc vous trouvez un vecteur de 1,9 cm à représenter sur l'altitude de 2000 km, pardon. Un vecteur de 1,2 cm sur l'altitude 4000 km et un vecteur de 0,9 cm si on arrondit pour l'altitude de 6000 km. Et ensuite, on regardera les résultats. Donc sur le schéma, on a fait les calculs, donc on n'a plus qu'à tracer simplement. Donc à l'altitude de 1000 km, il faut qu'on trace un vecteur qui ait une longueur de 1,9 cm. Donc ça va s'arrêter juste avant puisqu'on a 2 cm ici. Alors ça représente quoi? Ça représente le vecteur champ de pesanteur que je vais appeler de façon très originale G2000. Donc, puisque c'est le vecteur champ de pesanteur à 2000 km d'altitude. À 4000 km d'altitude, j'ai un vecteur de 1,2 cm de long. Donc il est plus petit. Je vais l'appeler de façon très originale G4000. Et le dernier, 0,9 cm, G6000. Attention, ce sont des vecteurs. Donc on va rajouter une flèche au-dessus des notations. On fait la même représentation, donc on peut les décaler si on veut. Le tout, c'est de comprendre quoi à travers cette image? C'est de comprendre tout simplement que quand je m'éloigne du centre de la Terre, le champ de pesanteur devient de plus en plus faible, jusqu'à un moment donné où je ne vais plus subir de façon significative ce champ de pesanteur. Je pense que cette idée doit paraître logique à tout le monde. Donc si je trace les mêmes vecteurs un petit peu sur le côté, donc je vais retrouver à nouveau, donc attention, toujours orienté vers le centre de la Terre. Donc il faut viser chaque fois le centre de la Terre pour obtenir quelque chose. Et vous en faites plusieurs. On peut les représenter comme ça. Et par contre, à côté, à chaque fois, s'il vous plaît, vous mettez la notation. Donc ici, ça c'est G2000 de nouveau. C'est le même. G4000 et G6000. Nous voyons que ici on n'a pas un champ uniforme pour l'instant, puisque ces vecteurs n'ont pas la même direction. Pour que le champ soit considéré comme uniforme, vous voyez qu'il faut travailler sur des distances qui sont un petit peu plus courtes. Mais vous retenez tout simplement quelque chose de très logique, c'est que le champ de pesanteur, plus on s'éloigne, donc plus l'altitude est grande et plus le champ sera petit. Donc plus la force d'attraction sera petite. On a répondu donc aux 7 premières questions. À la question 8, on nous demande si le champ est uniforme à une altitude de 2000 km. Donc là, j'ai ma petite représentation. On voit bien que les vecteurs champs ne sont pas parallèles entre eux. Donc je ne peux surtout pas dire que le champ est uniforme. Donc, je vous rappelle, un champ est uniforme si les vecteurs ont la même direction, même sens. Donc là, c'est pas le cas. Mais dans la salle où nous sommes, donc à la question 9, donc nous sommes aujourd'hui dans la salle 102 avec les élèves. Donc dans la salle 102, eh bien, le champ, on va le considérer comme uniforme, puisque tous les vecteurs champs dans la salle, on pourra considérer qu'ils ont même norme, même sens et la même direction. Que je me mette à l'avant ou au fond de la salle, eh bien, le vecteur champ sera pratiquement avec la même direction. Donc, on pourra considérer en faisant une approximation que le champ de pesanteur est uniforme dans la salle 102. Donc ça, ce sera intéressant pour la suite. Donc on dira qu'on travaille dans un champ qui est uniforme. C'est plus compliqué quand on étudie un champ qui n'est pas uniforme. On termine avec la question 10. Donc on nous demande de représenter et de tracer plusieurs lignes de champ. Donc pour ça, on reprend la définition du cours.
Dans le cours, on a vu que des lignes de champ, ce sont des courbes tangentes en chaque point au vecteur champ. Donc ça veut dire quoi? Alors je ne vais pas le faire sur la même ligne que celle-là, mais en fait, quand je suis avec ma règle le long de ces vecteurs, je suis sur ce qu'on appelle une ligne de champ. Donc pour la représenter, je vais peut-être me décaler un petit peu. Donc si on représentait les vecteurs champ ici, ben on aurait ces trois vecteurs qui seraient alignés. Et donc on peut les représenter, vous voyez, par exemple par une ligne. On a fait en général une ligne en trait plein. Et on peut les orienter par des flèches pour montrer l'orientation du champ de pesanteur. Donc le champ de pesanteur, il va aller dans cette direction-là. Par contre, sur la ligne de champ, je n'ai aucune information sur la norme. D'accord? Je n'ai qu'une direction et un sens. Et donc ça, par exemple, c'est ce que je peux appeler une ligne de champ. Donc en général, faites une droite. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur ce trait, en fait, je sais que mes vecteurs champs, ils sont alignés. Ils sont sur cette droite et ils vont vers le centre de la Terre. Donc ça donne déjà une information intéressante, hein, les lignes de champ. On verra que pour les champs électriques, c'est intéressant à savoir ça. Mais je pense que c'est plus facile à comprendre avec les champs de gravitation. Donc ça termine l'activité.